Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Valérie Richer du regroupement provincial en santé et bien-être des hommes. On parle de santé des hommes ensemble. Pierre Laporte nous amène son espresso et son espresso allongé. Le thème, c'est démarche et personnalité. Notre collaboratrice Ève Cardinal est aussi des nôtres en début de deuxième demi. Sa chronique, famille reconstituée et santé mentale. Bienvenue à Folie douce. Que vous soyez barjo, rigolo, intello ou écolo, vous écoutez Folie douce. J'accueille maintenant mon invité, Mme Valérie Richer, directrice générale du regroupement provincial en santé et bien-être des hommes. Bonjour, Mme Richer, bienvenue à Folie douce. Bonjour, M. Bugeaud. Alors, c'est la deuxième fois qu'on vous reçoit. La première fois, c'était, je crois, en 2019 que vous me disiez avant d'entrer en ondes. Et puis, c'était probablement dans vos premières entrevues. Vous veniez d'arriver comme directrice au regroupement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre rôle, peut-être d'abord? Et évidemment, on va présenter le regroupement aussi provincial en santé et bien-être des hommes ensuite. C'est sûr que les choses ont évolué quand même beaucoup depuis 2019, là, autant pour moi de mon côté que pour le regroupement provincial qui gagne en notoriété. Cette année, on a eu une belle année en termes je pourrais dire, de visibilité pour les hommes. Est-ce que cette visibilité-là a été positive? Parfois oui, parfois non, mais ça l'a amené à tout le moins une discussion au niveau de la société sur la demande d'aide des hommes. Donc, le regroupement provincial, nous, actuellement, on regroupe une centaine de membres partout au Québec. Nous avons des membres dans chacune des régions administratives. Et la mission du regroupement est de favoriser l'amélioration de la santé et du bien-être des hommes de mille et une façons là, et en touchant différentes réalités masculines. Et pourquoi vous avoir... Parce que, tu sais, souvent, on se dirait, ça va être un homme qui va diriger un regroupement d'hommes, mais là, c'est une femme qui est la directrice générale. Pourquoi vous intéressez à la cause ou pourquoi ça vous plaisait, ce travail-là, finalement? Bien, écoutez, moi, je peux vous dire que professionnellement, j'ai toujours travaillé auprès de la clientèle masculine. Avant d'être au regroupement, j'ai été 15 ans en réinsertion sociale auprès d'une clientèle judiciarisée. Okay. Ça a toujours été naturel. C'est une clientèle avec qui je s'appliquais davantage. C'était facile pour moi d'établir des relations avec ces gens-là. Et je crois qu'à la base, je vous dirais que ce soit clientèle homme, aîné, enfant, âgé, peu importe, je suis une personne qui aime l'humanité en général et qui aime comprendre davantage certaines situations. Oui, et je disais pas ça parce que vous n'étiez pas à votre place. Là. Même dans la première entrevue, je sais qu'on avait échangé là-dessus, puis c'était même bénéfique, je dirais, qu'une femme s'occupe de la santé des hommes. Tu sais, je pense que c'est ça qui devrait se faire dans la société, de prendre soin l'un l'autre. Dans le fond, ça fait que c'est une bonne chose. Hein. Bien, j'aime bien quand vous parlez de l'un et l'autre. Dans les valeurs du regroupement, les rapports égalitaires, pour nous, sont très importants. Et je crois que le fait que le conseil d'administration ait nommé une directrice, justement, à la tête de regroupement pour hommes, ça démontre effectivement les valeurs d'inclusion, de rapport égalitaire qu'on souhaite prôner. Et je mentionne également que le conseil d'administration est quand même majoritairement masculin. Donc, on est capable d'avoir un bel échange selon les genres. Mais l'objectif, c'est pas non plus de venir genrer la souffrance ou la détresse. Là. C'est vraiment d'être capable d'adapter les services aux réalités de chacun. Exactement. Puis on a assisté à une belle campagne, en fait, promotionnelle, puis quand même d'envergure, là, à l'automne 21. Je pense que vous avez des campagnes quand même de façon assez régulière, mais c'était une belle campagne, puis c'était tout à fait dans l'intérêt du moment, si on peut dire, là, parce qu'on parle de plus en plus de la santé des hommes, puis on a l'impression que tout à coup, on veut aider les hommes, ce qui a peut-être été négligé dans le passé. Pouvez-vous nous parler de la campagne, justement, la dernière? Bien, en fait, chaque année, le 19 novembre, nous soulignons la Journée québécoise pour la santé et le bien-être des hommes. Peut-être que certains d'entre vous avaient davantage entendu parler de Journée internationale de l'homme. En fait, c'est la même journée. En 2014, le regroupement a fait le choix d'une appellation davantage québécoise et qui se colle à nos valeurs aussi. Et en lien aussi, je ne sais pas si vous savez, il y a un plan d'action ministériel en santé et bien-être des hommes qui est arrivé également en 2017. Donc, on trouvait intéressant là, de se coller davantage à nos appellations. La campagne de novembre 2021, l'objectif de la Journée québécoise est à la fois de valoriser la demande d'aide chez les hommes et de faire connaître le réseau qui est disponible. Donc, à chaque année, c'est vraiment ce qu'on a en arrière de la tête lorsqu'on réfléchit au concept. Cette année, nous avions travaillé en janvier 2021 un sondage pour évaluer l'impact de la pandémie chez les hommes au Québec. Ce qui nous a inquiétés, c'est de voir que malgré le fait que la détresse psychologique augmente chez les hommes, le taux de consultation, lui, n'augmente pas. Donc, ce que ça nous dit, c'est qu'on a des gens qui souffrent, qui n'utilisent pas
les services d'aide et qui ne vont pas demander de l'aide. Donc, on voulait vraiment que notre campagne cette année tente. On sait que c'est pas miraculeux et c'est pas avec une campagne que toute la construction de la masculinité va changer. Mais on souhaitait vraiment être capable de rejoindre les hommes qui souffrent et qui ne vont pas chercher d'aide. Le thème cette année a été Parler, ça fait du bien, à l'écoute des hommes. Nous avons eu la chance également d'avoir 2 ambassadeurs qui ont prêté leur voix à une vidéo dans laquelle ils venaient faire la valorisation, la promotion de la demande d'aide. C'était David Goudreau, auteur, poète, clameur, et Phil Roy, humoriste, qui ont accepté de se faire entendre également. Là, Phil, entre autres, parlait dans sa vidéo de sa propre demande d'aide et de comment ça a été bénéfique pour lui d'être capable de cogner à la bonne porte. Oui. Madame Richer, pourriez-vous nous donner quelques exemples peut-être d'organismes, parce que vous êtes un regroupement, donc il y a plusieurs organisations, pour donner une idée aux hommes, justement, quelles sortes de services ils peuvent avoir dans la société qui sont disponibles pour eux? Certainement, mais premièrement, si vous allez à l'écoutedeshommes.com, vous allez retrouver tous les organismes membres du regroupement. Nous avons des organismes précis en santé et bien-être des hommes, par exemple, des organismes qui peuvent intervenir en contexte de séparation conjugale, qui peuvent intervenir auprès d'hommes qui ont été victimes d'agressions sexuelles, d'hommes auteurs de violences conjugales. On a également des organismes d'aide à l'emploi, des maisons oxygènes, qui sont des maisons d'hébergement pour des pères et enfants en contexte de vulnérabilité, des centres de prévention suicide, des maisons de la famille, on a récemment un syndicat de la Constitution également qui a adhéré à cette demande pour justement valoriser la demande d'aide auprès de ses membres. Donc, c'est très varié là, comme membres. Oui, puis il y a des services disponibles, mais effectivement, les hommes, peut-être c'est un peu mieux, mais historiquement, je pense que ça a toujours été difficile d'aller chercher de l'aide. Tu sais, on dit souvent, les femmes ont plus développé peut-être leur réseau à une certaine époque, puis peut-être entre elles s'entraidaient plus. Puis les hommes, on a l'impression que c'est nouveau, tu sais, d'être capable peut-être de s'impliquer, peut-être aider quelqu'un qu'on connaît, aider un autre homme, etc. Donc, c'est comme un nouveau mouvement, mais c'est quand même très récent, je dirais. Hein? Dans les dernières années, on tente à déconstruire un peu certains stéréotypes de genre. Ça devient intéressant, effectivement, mais il faut savoir que pour être capable de demander de l'aide, de un, on doit accepter de se montrer dans une zone de vulnérabilité. Et ça, qu'on soit un homme ou une femme, ça reste une étape difficile à franchir. Et pour être capable de demander de l'aide, on doit être capable de reconnaître ce qui se passe, de dire « Oh, ça va pas. C'est quoi mes signes précurseurs pour dire que là, je vais pas bien, j'ai besoin d'aide? » Les hommes vont vraiment attendre à la dernière minute avant d'aller chercher de l'aide. Et les études démontrent aussi que la majorité d'entre eux vont tenter par tous les moyens de résoudre leurs problèmes par eux-mêmes. Et ils vont aller chercher de l'aide une fois qu'ils vont être vraiment au bout du rouleau. Donc, on essaie de viser aussi avec notre campagne Parler, ça fait du bien, c'est de ne pas attendre d'être au bout du rouleau. Et aussi, vous avez parlé, M. Bugeaud, de l'impact des proches. En tant que proche, on a un pouvoir également d'influence auprès des hommes autour de nous. Premièrement, en montrant l'exemple. Si nous-mêmes, on prend, oui, demande de l'aide, mais quand je vais pas bien, je m'organise tout seul, puis je fais mes choses de mon côté, c'est pas prêcher par l'exemple. Donc, montrer l'exemple et parler de nos demandes d'aide. Parce que souvent, ce qu'on se rend compte quand, je sais pas si vous avez déjà parlé de ces sujets-là avec des proches, mais on réalise qu'il y a beaucoup de gens autour de nous qui finalement ont déjà demandé de l'aide, mais on n'en parle pas tant ouvertement. Ça reste encore un peu tabou. Donc, être capable de parler de nos demandes d'aide, puis je crois que plus on va équiper nos jeunes à reconnaître leurs émotions, les nommer, savoir quoi faire quand je sens une boule de colère monter en moi, je fais quoi avec ça? Si je suis triste, c'est quoi mon émotion? L'humiliation, ça ressemble à quoi? Le sentiment de rejet, l'euphorie, la joie. Donc, d'être capable de reconnaître ce qui se passe en moi et de l'exprimer de façon sainement et adéquatement. Mais plus on va travailler ça, plus la demande d'aide va devenir naturelle. Et sûrement, plus il y aura d'exemples, plus ça donnera le goût à du monde justement de s'occuper de sa santé puis d'aller chercher de l'aide nécessaire. Là. Tout à fait. Je suis convaincue qu'effectivement, que vous savez, récemment, on a vu des sorties, là, on a eu dans l'année dernière beaucoup de sportifs, d'athlètes olympiques. Ouais. D'hommes. On a entendu des humoristes également qui ont eu des problèmes d'anxiété suite à la pandémie, qui ont été chercher de l'aide. Donc, tranquillement, je crois qu'on commence à défaire certains clichés qu'il faut être capable de s'organiser avec nos choses.
Quels sont les principaux enjeux? Tu sais, c'est sûr qu'on pourrait en parler longtemps, tout ça, puis il y en a certainement beaucoup, mais est-ce qu'il y a des choses qui reviennent plus souvent, tu sais, quand on parle de santé mentale, principalement des hommes? Bien, c'est sûr qu'en 2021, on a vu dans les médias beaucoup de violences. Par contre, c'est pas nécessairement la majorité des cas de séparation là, qui finissent comme ça. Que les études nous ont démontré, je vous ai parlé d'entrée de jeu d'un sondage en 2021 qui a été fait, qui évaluait vraiment la détresse psychologique élevée. On a remarqué une hausse de la consommation, une hausse des symptômes d'anxiété, d'irritabilité. Je vous dirais, en lien avec nos membres, les consultations dans un contexte de séparation conjugale sont des demandes quand même fréquentes également en santé bien-être des hommes. Les hommes qui perdent leur emploi aussi se retrouvent souvent dans des contextes de vulnérabilité. Je vous dirais, sans caricaturer, les hommes qui se définissent beaucoup en lien avec leur statut professionnel sont souvent plus affectés par une perte d'emploi également. Oui. Et on posait la question à différentes personnes, j'imagine, pour les hommes et comme pour toute la société. Est-ce que trouvez-vous personnellement que la pandémie va avoir des effets néfastes à long terme? T'sais, on a toujours l'impression que sur le coup, les gens ont comme réagi assez rapidement, puis bon, ils s'adaptent assez bien, mais est-ce que vous avez peur pour la suite? Est-ce que vous croyez qu'il va y avoir des répercussions à long terme? Je vous dirais oui et non. C'est certain qu'il y aura des répercussions à long terme. Moi, je vous dirais que personnellement, je suis davantage préoccupée par nos jeunes. Je suis moi-même mère de 2 garçons en bas âge et je me dis, malgré qu'ils se sont extrêmement bien adaptés, je ne sais pas quel sera l'impact à long terme pour eux. Je crois qu'on a nos aînés également qui ont été lourdement frappés par la pandémie. Puis l'étude que je vous parlais tout à l'heure fait vraiment ressortir des catégories d'hommes plus à risque de vivre de la détresse psychologique élevée, soit nos jeunes hommes, les jeunes pères, les hommes célibataires, les hommes avec un revenu inférieur à 35 000 $ et les hommes de la diversité sexuelle étaient beaucoup plus à risque de vivre une détresse psychologique élevée. Oui, donc c'est déjà, en tout cas, un point de... C'est ça, il faut déjà s'y intéresser ou en tout cas faire attention si on est dans ces catégories de gens-là, effectivement. Avant de terminer, Mme Richer, j'aimerais qu'on mentionne, je vais vous parler d'une adresse web, en fait, qui était facile à retenir pour aller vous voir, en fait, le regroupement provincial en santé et bien-être des hommes. Quelle est-elle, déjà, cette adresse web? Oui, c'est à l'écoutedeshommes.com. Donc, tout le monde est invité à googler cette adresse-là et vous retrouverez par région administrative la liste de nos membres et rapidement, vous avez leurs coordonnées téléphoniques, un courriel, une brève description de qui ils sont, donc vous êtes capable de retrouver ça. Et il y a toujours également, si vous n'arrivez pas à trouver une ressource qui répond à vos besoins, n'hésitez pas, il y a le 811 qui est présent, le 211 dans certaines régions, le 1866 appelle également. Oui, c'est ça, il y a beaucoup de services. En fait, il faut juste le rementionner souvent, parce que je pense que les gens, des fois, quand ils sont un peu désemparés, ben, ils ne savent plus trop où se tourner, mais en ayant une adresse comme ça, aussi simple à retenir, ou sinon, comme vous dites, le 811-211, c'est très bien. Merci beaucoup, Mme Valérie Richer, d'avoir été des nôtres à la Folie Douce. Bien, merci, M. Bugeaud. Et à la prochaine. Oui, merci. Au revoir. Vous aimez gazouiller? La bonne santé mentale vous titille? Suivez Folie Douce Radio sur Twitter. Nous sommes maintenant rendus au bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Alors aujourd'hui, ton sujet, démarche et personnalité. Oui, parce que paraît-il que simplement par notre démarche, on peut deviner notre personnalité. C'est vrai qu'il n'y a pas personne à peu près qui marche pareil. Hein. C'est vrai, on a tous une démarche un peu particulière. Oui, je sais que par la gestuelle, en général, ça peut révéler une partie de notre personnalité. Ouais. Mais d'après ce qu'on dit dans cet article, la démarche aussi révèle notre personnalité. C'est d'après un article que j'ai pris sur Internet qui s'appelle tout simplement comme ça, ce que votre démarche révèle de votre personnalité. C'est écrit par Madame Hélène Muscat, qui est journaliste française, et c'est sur le site terrafemina.com. Alors, cette Mme Muscat nous dit, d'après une étude américaine, il est possible de déterminer l'émotivité et le caractère d'une personne rien qu'à sa démarche. Une possibilité fascinante qui pourrait permettre de détecter les individus à risque et les dangers potentiels. Sous le fragile vernis de la civilisation, l'homme reste un animal et il le porte dans ses gènes et ses comportements. Produit d'une longue évolution, il a conservé
conserver des traces subtiles d'anciennes méthodes de communication. Et c'est pour cela que les psychologues et scientifiques se penchent autant sur notre langage corporel, ce langage inconscient et muet, à l'avantage d'échapper au filtre de contrôle de la parole. Et donc d'être parfaitement sincère pour une fois. Ouais. Et si l'analyse de la dilatation des pupilles et l'étude des micro-expressions ou de la gestuelle nous sont désormais familières, des chercheurs viennent de mettre en avant un nouveau révélateur de personnalité, soit notre démarche. Alors, on pourrait dire, montre-moi comment tu marches et je te dirai qui tu es. Et c'est difficile de pas marcher comme on marche en réalité. C'est pas quelque chose qui est facile à faire. C'est notre personnalité. C'est ça, on a notre corps, on a nos longueurs de jambes. Puis on y pense pas trop, c'est comme naturel. Donc, exactement. C'est pour ça que ça révèle beaucoup, je pense. C'est ça, exactement. À moins qu'on boite à cause d'une blessure, là, notre démarche va changer, mais encore là, on y pensera pas tellement. Ou si on entre dans l'armée, peut-être que là, on va être forcé de changer notre démarche. Mais là, c'est une autre histoire. Oui. Alors, Mme Muscat nous dit, se tenir debout n'a pas une simple fonction de déplacement. Notre démarche permet aussi de transmettre des informations sur notre sexe, notre statut social, notre état physique et notre tempérament. En effet, ancestralement, la démarche est ce qui permet d'identifier un individu de loin et de savoir comment réagir à ce venu. Notre manière de nous déplacer livre une foule d'informations, même si l'on n'en est pas toujours conscient. Notre démarche trahit tout d'abord notre sexe. Par exemple, les femmes se déplacent en bougeant peu les épaules, mais avec d'importantes rotations du bassin. As-tu déjà remarqué ça? Oui, ben oui. Les femmes ont plus de swing, entre guillemets, au niveau du bassin que les hommes. Oui, exactement. En général. Oui. Alors que chez les hommes, le bassin pivote moins largement, mais les épaules se balancent plus. Mais elles révèlent également des informations bien plus personnelles. En effet, notre personnalité joue sur notre démarche, comme l'a démontré la psychologue australienne Rebecca Kunz. Quelqu'un qui avance par petites enjambées, qui balance peu ses bras et pose prudemment ses pieds sur le sol, selon cette étude, est une personne craintive, qui est mal à l'aise et manque de confiance en elle. Au contraire, une démarche énergique et élastique ponctué par de grandes enjambées, un contact résolu des pieds sur le sol et le dos droit indique à coup sûr un dominant, c'est-à-dire un leader, quelqu'un d'assuré, déterminé et confiant. Et j'imagine rajouter à ça des bras qui se déplacent. C'est moi qui rajoute ça. Je me rappelle aussi, dans le temps du président Obama, il y en a qui disaient qu'il marchait un peu comme un joueur de basketball. Ouais. Mais c'est vrai que il jouait au basketball. Mais c'est vrai, il y a une démarche assez unique à lui-même. Oui, des contrats, on peut dire. Ouais. Alors, selon Mme Kunz, qui a publié une étude intitulée « Changer de cinématique pour reproduire sa vulnérabilité aux agressions », ces derniers sont moins susceptibles d'être agressés. Ils sont automatiquement identifiés comme des éléments forts, alors que ceux qui marchent avec raideur et crainte seront automatiquement vus comme étant vulnérables. Rien qu'à la démarche, il est donc possible de repérer dans une assemblée un maillon faible, entre guillemets. C'est pourquoi les chercheurs se sont penchés sur cette question. Si l'on peut déceler la vulnérabilité dans la démarche d'une personne, peut-on de la même manière y détecter l'agressivité? Le département de recherche en psychologie de l'Université de Portsmouth, en Grande-Bretagne, s'est évertué à répondre à cette question. Les chercheurs ont tenté de déterminer si notre démarche était liée à notre émotivité en ciblant 2 critères. Premièrement, l'agréabilité. C'est l'attitude d'une personne détendue et calme. Et l'agressivité, l'attitude d'une personne stressée et sur la défensive, dans une attitude d'attaque. Ils ont mené une étude sur 29 volontaires, 16 hommes et 13 femmes, qui ont été soumis à 2 tests psychologiques de référence afin de saisir les dominants de leur tempérament. Le questionnaire de
Perry, qui mesure l'agressivité d'une personne physique ou mentale, impulsivité ou au niveau de la colère, et l'inventaire des Big Five, qui permet de mesurer les 5 principaux facteurs de la personnalité, soit l'originalité, la conscienciosité, l'extraversion, l'agréabilité et le névrotisme. Tu vois, j'apprends des nouveaux mots. Le névrotisme, surtout, là, c'est particulier. Alors, les volontaires ont ensuite dû marcher normalement sur un tapis roulant relié à un ordinateur par des capteurs placés sur leurs épaules, leur thorax, leur dos, leur bassin, les jambes, etc. De cette façon, la machine pouvait reproduire le schéma de leur démarche. Et M. Benjamin Chapman, directeur de l'étude, a dit « Nous avons alors cherché des corrélations entre ces paramètres et différents traits de personnalité, dont l'agressivité. » Mais je continuerai cet article un peu plus tard dans l'émission. Oui, très intéressant. Le temps d'aller prendre une marche. Ben oui, c'est ça, je vais t'observer, là. Démarche et personnalité à Folie douce. À venir dans l'émission, Ève Cardinal, notre collaboratrice, nous amène son sujet de chronique « Famille reconstituée et santé mentale ». À l'espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec « Démarche et personnalité ». Vous écoutez actuellement Folie douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie douce, une communauté, une radio. De retour au micro à Folie douce pour en savoir plus sur les difficultés émotionnelles. J'accueille notre chroniqueuse Ève Cardinal. Bonjour Ève. Bonjour Yvan. Alors, bienvenue encore une fois à Folie douce. Toujours un plaisir de te recevoir. De même. Ben voilà, donc aujourd'hui, ton sujet, famille reconstituée et santé mentale. Oui, et c'est un sujet dont lequel on ne parle pas toujours, hein? C'est un petit peu tabou, hein? Le mythe du beau-parent, de la belle-mère, hein? De la famille reconstituée. Et comment on vit avec ça? Parce que ça paraît plus compliqué qu'on le croit. Parce qu'il y a beaucoup de familles reconstituées, puis on entend beaucoup de, entre guillemets, de problématiques, là. Il y a souvent des problématiques, mais est-ce qu'on a vraiment regardé sous l'angle de la santé mentale? C'est ce que tu nous amènes aujourd'hui, c'est intéressant. En fait, en tant qu'être humain, on a toujours peur d'être rejeté, hein? Rejeté quand on rentre dans une nouvelle famille, quand on fait des enfants et tout ça. Imaginez le rôle du beau-parent, hein? La peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur de l'ancienne relation et aussi, il y a beaucoup de relations à gérer à ce niveau-là. Et au niveau psychologique, ça peut être très intense, beaucoup plus qu'on le pense. Hein? Et si je peux dire le mythe de la belle-mère, là, il est difficile, le mythe du beau-père, le mythe du beau-parent. Alors là, on parle de famille reconstituée. Et là, on parle plus du tiers des mariages, hein, au Québec. Le tiers? Oui, le tiers des mariages qui se sont terminés par un divorce. Premièrement, on passe à l'enfant. Hein? L'enfant se sent abandonné, se sent triste, ses parents se séparent et tout ça. Et en bon français, en bon québécois, mais une personne qui arrive de l'extérieur, qui est nouvelle dans tout ça, dans la relation, ça peut faire des flamèches et ça peut être très difficile pour l'enfant parce qu'effectivement, on passe à l'enfant en premier lieu. Oui, effectivement. Puis aujourd'hui aussi, je pense qu'il y a une grande différence avec autrefois parce qu'il y a une époque où, bon, il y a toujours eu probablement des mésententes avec les couples puis les familles, mais les gens, en général, restaient ensemble. Alors là, on a assisté quand même dans les dernières décennies à des gros changements là-dessus. Là. Il y a beaucoup d'aspects à ce niveau-là. Hein. Il y a le nombre de séparations. Est-ce que c'est facile d'être beaux-parents? Premièrement, il y a un défi de s'affirmer, il y a le défi de se faire accepter, la peur du rejet. Hein? Quand tu rencontres l'enfant de l'amour de ta vie et que ce n'est pas ton enfant, c'est pas péjoratif, c'est que tu as peur. Hein? On vit l'impression du rejet et l'enfant vit la même chose aussi parce que l'enfant est comme « qui est nouveau dans ma vie ?» C'est compliqué. C'est compliqué au niveau psychologique parce que l'enfant vit aussi l'abandon avec sa mère, son père, et vit une séparation. C'est extrêmement plus compliqué que qu'est-ce qu'on pourrait penser au niveau de la santé mentale. Il y a la peur aussi de causer une séparation. Alors, la nouvelle conjointe ou le nouveau conjoint a toujours peur de causer une séparation.
C'est-à-dire qu'au niveau de la séparation, quand on rentre dans une relation de couple avec des enfants qui ne sont pas les siens, que ce soit un homme ou une femme, on a peur de se faire abandonner par son conjoint parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs. Ouais. On a été éduqués différemment. Donc, on rentre dans une relation extrêmement intime, c'est-à-dire avec l'ex-conjointe, le conjoint et soi-même. Comment faire la corrélation entre tout ça, c'est vraiment pas évident. Et tout le monde doit comme se réorganiser parce que c'est une nouvelle structure familiale, tout ça. D'ailleurs, je me demande si des fois c'est toujours le bon terme de dire beaux-parents, tu sais, belle-mère, parce qu'en réalité, des fois peut-être que justement ça donne un mauvaise impression parce que c'est pas vrai que la personne est une mère, tu sais, une nouvelle mère. Écoute, Yvan, je vais te dire franchement, je suis moi-même une belle-mère. En fait, j'ai pas eu d'enfant et j'ai un enfant qui vient d'une famille reconstituée. Le mot belle-mère, je l'ai toujours détesté. Il y a une corrélation beau-père, belle-mère adaptée comme si c'était méchant. Comme si c'était la nouvelle mère, ce qui n'est pas le cas. Parce que dans le fond, c'est la conjointe, dans ton cas, la conjointe de quelqu'un. Donc, c'est juste une question de mots, mais moi aussi, ça m'achale un peu, des fois, ce terme-là. Bien, en fait, c'est que quand on est beau-parent, que ce soit un beau-père, une belle-mère, ou en tout cas, on peut l'appeler comme ça, c'est qu'il faut accepter son rôle. Son rôle, là, c'est le niveau d'acceptation du beau-parent, aussi par rapport à l'autre parent, par rapport à l'enfant, et par rapport au conjoint. On n'arrive pas dans une nouvelle famille en disant « tu devrais faire ça et ci et ça ». C'est un niveau d'intimité qui est extrêmement élevé. Puis c'est compliqué de commencer l'histoire en cours de route. Il y a beaucoup d'enjeux à ça aussi. Oui, en effet, il y a des enjeux émotifs, il y a des séparations, il y a les enfants, il y a les sentiments du nouveau conjoint, il y a des valeurs qui sont là. Je veux dire, on vient tous d'un niveau différents. De divers univers. Là. Et il y a des émotions comme ça parce que quand tu es beau-parent, tu veux te faire accepter. Tu veux pas que l'enfant dise « je ne t'aime pas ». Et surtout, la situation « t'es pas ma mère, t'es pas mon père ». Ça doit pas être facile à vivre. Ça doit arriver dans toutes les meilleures familles. Là, Absolument. Parce qu'à quelque part, on est quand même un adulte responsable envers ces enfants-là. Donc, on peut pas non plus se faire reprocher des décisions si c'est dans le bien de l'enfant. Là. En fait, il y a une nuance, une dualité. Le monde n'est pas gris, pas noir ou blanc. C'est compliqué. Parce que tu interagis avec ton conjoint qui a des valeurs. Tu interagis avec aussi le conjoint ou le parent de l'enfant. Et toi, dans le milieu, c'est une dualité parce que toi, tu as tes valeurs. Mais ce n'est pas ton enfant. Alors là, ça prend une grande acceptation de soi. Il faut avoir de la zénitude. Et sincèrement, c'est pas difficile en soi. C'est juste qu'il faut en prendre connaissance. Tu sais, le phénomène, c'est d'établir des routines de vie aussi de dire « je me respecte, je respecte les valeurs de la famille et je respecte mon conjoint là-dedans. » Et effectivement, il y a des statistiques qui prouvent clairement que c'est une grande cause de séparation, là, les familles reconstituées, parce que c'est compliqué, c'est complexe. Comment choisir entre ton enfant, entre ton conjoint, tes valeurs, tout ça, ça devient un casse-tête très compliqué. Est-ce que c'est très documenté en préparant ta chronique? Est-ce que tu as trouvé quand même de l'information? Est-ce qu'on s'y intéresse avec des études, tout ça, parce que ça touche tellement de gens? Hein? En effet, et j'ai trouvé une étude super intéressante qui est présentée par l'Université Laval. On appelle ça le module famille. Ça vise à soutenir le développement d'une vision réaliste de la famille recomposée. Alors là, on propose des outils concrets. C'est-à-dire des études, des outils concrets, comment vivre ça et tout. J'ai trouvé ça super intéressant. Puis en passant, on met des étapes dans une relation. Dans une relation, tu le sais, Yvan, dans tout, il y a des étapes. On commence A, B, C, D, E. C'est la même chose dans une famille reconstituée, sauf qu'on fait Z, Y et on va à l'inverse. C'est ça, parce qu'on se recompose, on se recrée, faut donner une chance au temps de parce que c'est ça, ça se règle pas en... C'est pas vrai que tout va tomber en place en quelques instants. Là. C'est aux gens qui pensent à la potion magique que quand tu vas rencontrer quelqu'un qui n'est pas ton enfant ou que tu vas intégrer une famille reconstituée,
bonne chance. Ouais. Il n'y en a pas de recette magique. C'est de la patience, du temps, de la compréhension et de la communication. Sinon, c'est pas possible. Oui, on parle de santé mentale, donc chez les familles reconstituées. Quels sont les impacts chez les enfants, Ève? Parce qu'il y a des impacts sur tous les membres de la famille. Puis on va parler d'abord des enfants. On pourrait peut-être parler du couple aussi par après. Absolument. Écoute, l'enfant se sent aussi démuni. Hein? C'est une personne qui arrive dans la relation. Hein? Si on parle dans la vraie vie, c'est papa, maman, la famille parfaite et tout. Alors, tout est déconstruit. Donc, l'enfant, à ce moment-là, ressent de l'abandon, une perte de confiance, ne sait plus nécessairement à qui se référer. Et l'amoureuse ou l'amoureux de papa ou de maman devient aussi un étranger, en ce sens qu'il ne sait plus, ses références ne sont plus celles de la société en général. Et selon l'âge aussi, selon l'âge, l'enfant aussi peut avoir des... Oui. C'est ça peut être différent, ça peut être vu de différentes façons, là. En effet. Et le deuil est un divorce en général, hein, on s'entend. Et là, quand une autre personne entre dans la vie de l'enfant, c'est très difficile. La confiance de l'enfant est ébranlée. La confiance envers le parent, envers l'autre parent et envers la personne qui arrive. Donc, tout est déstabilisé. Oui. Donc, ça peut mener à des sujets d'angoisse extrêmement présents. Oui. Si on parle des impacts, en fait, sur le couple, sur les couples, parce que là, il y a plusieurs couples dans l'histoire. Si on parle de famille reconstituée, souvent, il y a au moins, des fois, il y a souvent 2 couples. Là, mais le couple qui a à gérer cette situation-là... Écoute, Yvan, je ne suis pas conseillère en relation matrimoniale, mais c'est prouvé qu'il y a beaucoup de couples qui se séparent dans les familles reconstituées. Pourquoi? Parce que les valeurs sont différentes. L'ancien conjoint entre en ligne. L'enfant, il y a plusieurs facteurs. Et c'est prouvé qu'il y a 38% des familles reconstituées qui vont se séparer. Est-ce que les statistiques disent après combien de temps? Juste pour pas décourager le monde ou L'amour décourager le monde? à 3 ans, tu l'as déjà dit dans une chronique? Non. Pour vrai, j'ai pas de statistiques à cet égard, mais c'est vrai que les familles reconstituées, c'est dur sur le moral d'un couple. La sexualité, on s'entend pas. L'ex entre en jeu. Imagine, Yvan, l'autre ex. Mm-hmm. Ça fait beaucoup de monde dans le... 5 personnes dans la maison, là. C'est ça. Mais on veut quand même garder on veut quand même donner de l'espoir. Il y a quand même des règles de base qui sont pas proposées, en fait, ou qu'il y a certains trucs, peut-être, ou certaines pistes d'aide pour aider à une famille reconstituée à mieux fonctionner. Bien, la clé, c'est un petit peu quétaine, entre guillemets, mais c'est la communication. Hein? Savoir communiquer, dans tout, établir ses limites, faire une équipe. Oui. Hein? Quand on rencontre quelqu'un, c'est pas toujours facile de savoir ses limites, quelles sont... Peut-être connaître son rôle, tu sais. Veut pas, on a rôle des des rôles. enfants. Oui, on a tous un rôle, là. Puis si on l'accepte puis on le joue, ça a peut-être plus de chances de fonctionner. Le rôle du conjoint, il est délicat. C'est-à-dire que tu peux pas être un ami, tu as une figure d'autorité, puis en même temps, tu veux guider. Parce que tu peux pas juste être ami avec l'enfant, parce que c'est comme si tu étais contre l'autre parent. Fait que c'est ça. Effectivement, c'est une dualité qui est assez fascinante, mais aussi passionnante. Mais ça prend de la diplomatie, c'est clair. Après avoir dit tout ça, Ève, donc, est-ce qu'il y a des pistes de solutions, en tout cas des points positifs que tu pourrais nous mentionner? Absolument. Et il y a des astuces là, qui sont très originales. Ouais. Premièrement, original ou non, mais c'est-à-dire des moyens de se protéger dans la relation et de protéger aussi la famille, les enfants. Pour que ça fonctionne mieux. Là. Voilà, absolument. Donc, on pense à aménager des plages horaires où chaque enfant peut remplir son réservoir d'amour avec le parent ou le beau-parent. Hein? C'est beau, ça. Remplir son réservoir d'amour, c'est une belle image. Oui. Ouais. Et accepter en tant que beau-parent qu'on existe. On ne sera jamais le parent, mais nous sommes. Hein? On parle d'amour et on excelle là-dedans. Ouais. Et de voir ses qualités aussi. On essaie de laisser les enfants ensemble générer les conflits. Parce que ce qu'on n'a pas parlé, plutôt aussi les familles reconstituées. Gérer leurs conflits, ça, tu dis? C'est ça peut être un papa qui a 2 enfants, une maman qui a 2 enfants, une famille reconstituée. Donc, on parle d'une échelle. Là. Donc, gérer les enfants et les laisser vivre leurs émotions. On ne peut pas remplacer le père ou la mère. On ne peut pas gérer l'émotion de l'enfant.
moi, quand j'étais petite, Yvan, là, je demandais au Père Noël que ma mère et mon père reviennent ensemble. C'est des émotions totalement normales et la personne devient un petit peu comme un intrus, mais il y a des façons de le gérer. Dernier point, peut-être, on va donner des références tout de suite après. Absolument. C'est presque terminé. Et la clé, c'est temps et tolérance. Ça, c'est bon. Les références, si les gens voudraient en savoir plus, qu'est-ce qu'on peut lire ou qu'est-ce qu'on peut... Premièrement, il y a un livre, Mes parents se séparent et moi. Hein? Là, on parle du point de vue de l'enfant. Ouais. La séparation des parents des familles recomposées, publiée aux éditions La Presse. D'accord? Ouais. Et aussi, la formation Ma famille, une jolie mosaïque. Hein? C'est un petit conte dessiné pour les enfants parce que c'est pas toujours facile de comprendre tout ça. Donc, de Catherine Dumontel-Crémer. Et effectivement, on va voir l'étude à l'Université Laval. Merci beaucoup, Ève, pour cette chronique. Merci, Yvan. Merci, à la prochaine. À bientôt. Vous écoutez le rendez-vous radiophonique hebdomadaire Folie douce, qui traite de santé mentale depuis 1991. Nous poursuivons avec l'Espresso allongé. Et Pierre, ton sujet, démarche et personnalité. Oui, parce qu'on sait maintenant que notre démarche révèle beaucoup de notre personnalité. Ben oui. J'étais en train de lire tantôt un article que j'ai trouvé sur Internet qui s'appelle « Ce que votre démarche révèle de votre personnalité » d'après Mme Hélène Muscat, qui est journaliste française. Et je parlais d'une étude qui avait été menée il y a quelque temps en Grande-Bretagne auprès de 29 volontaires, 16 hommes et 13 femmes. Et c'est-à-dire qu'on a examiné leur démarche dans tous les moindres détails. Et les résultats ont mis en évidence une démarche qui reflète l'agressivité et l'agitation. Les chercheurs l'ont appelée la démarche du swagger. Quand on marche normalement, lorsque le pied droit s'avance, le côté droit du bassin s'avance également, tandis que l'épaule gauche recule afin de maintenir l'équilibre. Mais quand ce mouvement est accentué avec raideur du thorax qui pivote peu et une rotation violente des épaules, c'est un signe d'agressivité. Cette démarche peu naturelle qui gonfle artificiellement la stature de la personne est facilement identifiable. Elle est souvent imitée par les jeunes qui cherchent à impressionner. Ils adoptent inconsciemment la manière de se déplacer d'individus qui les ont déjà intimidés. M. Benjamin Chapman continue en disant « Nos résultats montrent qu'il y a d'importants signes de comportement dans le mouvement automatique. Notre étude est relativement petite, mais on espère que cette publication encouragera d'autres scientifiques à s'intéresser davantage à la personnalité. » Et pour cause, cela pourrait permettre de développer des systèmes de vidéosurveillance qui s'appuieraient sur le décryptage du langage corporel afin d'identifier dans les foules des dangers potentiels. C'est vrai, ça pourrait prévenir, effectivement. La machine pourrait être programmée pour reconnaître ça, c'est ça? Oui, mais tu peux t'imaginer que les personnes qui marchent lourdement, c'est peut-être parce qu'ils ont plein d'articles dans leur manteau. Oui, puis peut-être que... Puis des fois, on a une personnalité aussi, tu sais, c'est pas qu'on... Mais effectivement, il doit y avoir des traits qui ressortent. Oui, mais il faut faire attention parce qu'on dit toujours que l'habit ne fait pas le moine. Oui, c'est ça. Mais la démarche fait-elle le moine? Ça, c'est notre histoire. Dans un deuxième article sur le même sujet qui s'appelle « Votre démarche en dit long sur votre personnalité ». C'est un article écrit par Mme Marine Pinault, qui est responsable éditoriale chez Lagardère. C'est sur le site virginradio.fr. Elle nous dit... premièrement, si vous marchez la tête baissée, vous êtes quelqu'un de renfermé et qui ne veut pas faire face à certains problèmes. Vous le faites même parfois exprès pour ne pas avoir à dire bonjour à quelqu'un. Ouais. Deuxièmement, si vous marchez de façon raide, qu'est-ce que ça veut dire d'après toi? Genre, pas assez détendu, là. Je le vois comme ça. Oui. Alors, elle nous dit que c'est que vous avez copié la démarche de vos parents. Ça veut dire surtout que la souplesse ne fait pas partie de vos qualités. Troisièmement, quand on marche sur la pointe des pieds, c'est quelle sorte de personnalité d'après toi? Peut-être, je sais pas, qui se dépêche, je sais pas. Il va arriver vite. Quelqu'un qui ne veut pas réveiller les autres, peut-être. Alors, on nous dit que c'est que vous faites tout pour ne pas déranger ou vous faire remarquer. Vous êtes une personne plutôt timide. Quatrièmement, quand on marche en bombant le torse,
Ça veut dire quoi d'après toi? Peut-être quelqu'un de prétentieux, peut-être. Oui, on nous dit que c'est que vous aimez bien fanfaronner et vous êtes fier de vous. Vous êtes comparable à un coq ou à un paon. Ouais. Et vous aimez vous faire remarquer. Cinquièmement, si vous marchez les bras derrière le dos, qu'est-ce que ça veut dire? On a quelque chose à cacher, peut-être? On nous dit que si vous le faites dans le cadre professionnel, c'est que vous voulez qu'on ne doute pas de votre autorité et paraître pour quelqu'un de très sérieux. Et si vous le faites en vous promenant, c'est que vous êtes quelqu'un de patient et de cool. Mais il ne faut jamais faire ça aux douanes parce que les douaniers vont penser qu'on veut cacher quelque chose. Il faut toujours montrer ses bras. Oui, c'est vrai, peut-être. Ouais. Sixièmement, si vous marchez les pieds rentrés vers l'intérieur, ça veut dire quoi? Peut-être qu'on veut cacher quelque chose, encore une fois. On nous dit que c'est que vous êtes très centré sur vous, sur votre avenir, et que vous vous regardez beaucoup, mais vous n'avez pas confiance en vous pour autant. Septièmement, si vous marchez les pieds vers l'extérieur, c'est que vous êtes quelqu'un d'ouvert au monde autour de vous. Extraverti, effectivement, oui. Oui. Vous êtes quelqu'un de sociable. Vous adorez rencontrer de nouvelles personnes. Et dernièrement, huitième point, si vous marchez les bras croisés, un peu comme Monsieur Net, tu sais. Ouais. C'est que vous êtes quelqu'un qui doutait de vous. Et cela veut dire que, pour la plupart du temps, que vous êtes très frileux. Marcher les bras croisés n'est pas une marche naturelle. Non, puis on est comme refermé sur les autres. Et en terminant, je n'aurai pas le temps de le lire, mais c'est un article qui parle de la vitesse de notre marche. Ça s'appelle « La vitesse de votre marche en dit long sur votre santé ». C'est sur le site topsanté.com. Mais les trois textes, Pierre, on va les retrouver dans notre section mentionnée à Folie douce sur antenne.qc.ca. Donc, les gens qui voudraient aller les lire, très intéressant. Donc, démarche et personnalité. Merci pour ce sujet. À la prochaine. Bye. Vous souhaitez écouter l'émission Folie douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Quelques mots pour terminer ce rendez-vous de Folie douce. Alors, Pierre, merci beaucoup pour ta mise en onde. Bienvenue, mon cher. Merci également pour tes blocs espresso allongés où ton sujet, démarche et personnalité, nous a appris que la démarche révèle beaucoup de nous. Alors, c'est intéressant à savoir. On va faire attention à l'avenir. On va s'observer beaucoup plus. Notre invité en début d'émission, Valérie Richer, du regroupement provincial en santé et bien-être des hommes, nous a bien expliqué ce que fait ce regroupement et nous a parlé, bien sûr, de la santé des hommes, que ce soit mentale ou physique. Merci, Mme Richer, d'avoir été des nôtres. Notre collaboratrice F. Cardinal nous a présenté sa chronique « Famille reconstituée et santé mentale ». Alors, c'était donc le menu de Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.